Commençons par parler de la situation au Tchad. Du point de vue des autorités tchadiennes, et cela depuis très longtemps, qui est le principal coupable de la déstabilisation du Tchad? Je recommence la question. Du point de vue des autorités tchadiennes, et cela depuis plusieurs années, qui est le principal responsable de la déstabilisation du Tchad? Répondez ici. Nous tous on était là sur la terre. Et vous connaissez une conférence célèbre délivrée par le maréchal Idriss Déby Itno devant les journalistes de France 24 et RFI. Lors de cette conférence célèbre, le maréchal Idriss Déby Itno délivrait le nom de la principale puissance qui déstabilise le Tchad. Et le maréchal Idriss Déby Itno est le père du général Mahamat Idriss Déby Itno. Ou bien c'est pas lui? C'est lui, non? Qui a été accusé par le maréchal Idriss Déby Itno de déstabiliser son pays, de faire semblant de le soutenir en même temps qu'on soutient ses ennemis, de faire semblant de l'imposer, d'abord de lui imposer de diriger le Tchad, mais de l'autre côté, d'aider aussi ses ennemis à le déstabiliser pour que jamais le Tchad ne soit stable. Qui a dit ça? Parce que les Africains, le président Tchad nous dit le rappel sauve l'âme, mais il y a des Africains qui ne veulent pas pratiquer le rappel. Allahu Akbar, comme on dit chez les musulmans. Le rappel sauve l'âme. Si tu n'as pas de mémoire, ne fais pas de politique. Qui a été accusé par le président, le maréchal Idriss Déby Itno, comme étant la principale puissance qui manipule, qui mélange tout et qui déstabilise le Tchad? C'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Monsieur Déby père, excusez-moi, sortez de votre tombe à Amdjaras et venez parler vous-même. Parce que quand c'est moi qui parle, on m'amène au tribunal et on cherche à me ruiner. On me menace d'emprisonnement ferme et qu'on sort. Quand c'est moi qui parle. Donc, pardon. Monsieur le maréchal, sortez de votre tombe d'Amdjaras et dites-nous qui déstabilise le Tchad. Est-ce que vous êtes là? Prenez la parole. J'aurais souhaité moi-même. Ouais. En 2002. Oui. M'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. C'est le président Idriss Déby. Le père. C'est lui qui parle. C'est pas moi. Hein. Le pays était en guerre. Enlevez mon nom dedans. Mais tabez-mou. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Oh, laissez-le parler, dis donc. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent. Hein? C'est vrai ça? Et je le dis haut et fort. Non. La France a intervenu. Ah bon? Je dis bien, je n'ai pas demandé. Ah, je dis, je ne peux pas. Le vieux? De changer la constitution. Ah! Pour l'histoire. La constitution d'un pays? Vous venez changer ça comme ça? Bongo n'est pas là. J'ai refusé. Astaghfirullah. Et je n'ai pas fait la campagne. Hein? Tu as été élu sans campagne. Comme Paul Biya au Cameroun. C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Je vais vous dire, écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-le parler là. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu. Il s'appelle Charles Debache. Moi je connais son nom, Charles Debache. Je ne connais même pas son nom. Charles Debache. J'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Hein? Tu as dit ça? Ils ont passé par leur arcade. Ah bon? L'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle, de caché. Monsieur Déby, attention. C'est entresemé. Vous allez vous retrouver au tribunal. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Hein? C'est pas, ce n'est pas Déby qui a changé la constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que j'ai, en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. Ouais. La guerre, évidemment. Mais qui a armé les rebelles? C'est la France. Qui a armé les rebelles? Qui vous a dit de continuer? Bien sûr. La France. Aujourd'hui,
Ce sont ceux-là même qui ont changé la constitution qui me critiquent. Monsieur Deb, il faut laisser le nom de la France tranquille. Ah, actuellement, là, on ne peut pas parler le nom là. Hein. Sinon, on a des problèmes. Hein. J'aurais souhaité... Vous auriez souhaité quoi? Il ne faut pas parler le nom de la France. Hein. En 2002. Ah, c'est pas moi. Hein. Mais ben nous. M'arrêter. Mais ben nous. Comme il avait promis. Mais ben nous là. Mais ben nous là. Second mandat. Mais ben nous. En 2006. C'est pas moi. Il devrait céder. C'est lui, hein. Il y a 10 ans. C'est lui là. Au suivant. La Écoutez. guerre a éclaté. Le mercenaire avait Ouais. attaqué, il déménage ici. Là. Ouais. Le pays était en guerre. Ouais. Mais qui déstabilise le Tchad depuis longtemps? Vous comprenez? Ouais. Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, Ça, c'est vrai, ça. Hein? et je le dis haut et fort, Oh, la France a intervenu. oh, Je dis bien, je n'ai pas demandé, mais je ne le fais pas, de changer la constitution. c'est pas moi. Oh. Pour l'histoire, Mais ben nous. C'est pas moi. Ambassade, on dit Bongo mais ben n'est nous. pas là. Mais ben nous. Bongo père, je dis bien. C'est à Yamsi, Paris. ferme ta bouche. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en Je 2016, vais vous la dire, France n'était pas derrière votre écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît. que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, parce que l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entre ses mains. Passer par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. C'est Donc, pas, ce que vous dites ce n'est pas Déby qui a changé la constitution. Ce que vous dites clairement, C'est c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la constitution qui me critiquent. Bon, on vous avait écouté 2 fois. Selon ce que j'ai écouté de la bouche de celui qui a été président du Tchad pendant 30 ans, dans les médias, président du Tchad entre 1979 et 1900. ce que j'ai entendu de la bouche de celui qui a été président du Tchad pendant pratiquement 27 ans, presque 30 ans, c'est que son pays est principalement déstabilisé par l'ancienne puissance coloniale. Dites-moi si j'ai mal entendu, hein, parce que je peux être fatigué là et je n'entends pas bien. C'est ce qu'il a dit, non? Bon. Aujourd'hui, nous apprenons de la part du gouvernement tchadien, sous la direction du fils de celui qui vient de parler, à savoir donc le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, nous apprenons qu'il a décidé souverainement que l'armée française doit se retirer de son territoire. Bon, allons lire un peu la décision tchadienne pour essayer de comprendre les motivations. Parce que ce qui sera très étonnant, c'est de se rendre compte que les motivations de la décision tchadienne en 2024 ressemblent comme 2 photocopies, comme 2 gouttes d'eau, à ce que nous avait dit le père, le maréchal Idriss Déby Itno. Car sur quelle base le Tchad s'est-il fondé pour récuser la présence militaire française sur son territoire? Je m'en vais chercher ça sur le compte, sur la page officielle de la présidence de la République, et ma baisse ta tablette, présidence de la République du Tchad. Présidence de la République du Tchad. On va lire le communiqué ensemble. Aujourd'hui, là, moi, je ne dis rien. Je transmets seulement. Alors, présidence de la République du Tchad. Qu'est-ce qui a été publié sur le site de la présidence de la République? Alors, il y a un communiqué. D'abord, à l'issue de sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, le ministre tchadien des Affaires étrangères s'est exprimé, je crois que c'était sur le perron du palais présidentiel de N'Djamena. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons plus d'1,5 million d'électeurs très heureux de cette visite
du ministre français des Affaires étrangères. Cette visite permet d'apporter plus de lumière sur les capacités de notre pays à soutenir les réfugiés à l'est du Tchad. Ouais. Nous avons plus d'1,5 million de réfugiés aujourd'hui soudanais sur notre territoire. Cette situation, monsieur le ministre l'a très bien compris. C'est une situation unique, c'est une situation qui nécessite beaucoup d'efforts de la communauté internationale pour que les Soudanais qui sont sur notre territoire, qui sont accueillis avec beaucoup de générosité, de fraternité, puissent être intégrés, réinsérés dans la société. C'est la politique du gouvernement de faire un nouveau plan de développement et de prendre ces réfugiés comme une opportunité économique plutôt que comme une charge pour les populations. C'est M. Koulamala, ministre des Affaires étrangères. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale et j'ai cru comprendre que la France va nous accompagner sur ce plan. Et nous avons aussi abordé les problèmes de la crise au Soudan. Cette crise au Soudan relève de la responsabilité des belligérants au Soudan qui doivent prendre leurs responsabilités pour un cessez-le-feu et pour qu'il y ait un couloir humanitaire permettant l'acheminement libre de l'aide humanitaire et pour la protection des civils et pour la protection du droit international. Voilà en gros ce qu'il faut dire de cette visite, qui est une visite fructueuse, qui renforce nos relations bilatérales à tous les points de vue. Et la France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri, et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. La France est un partenaire, mais elle doit considérer que le Tchad a mûri, le Tchad a grandi, le Tchad est désormais un partenaire jaloux de sa souveraineté. Ça, c'est ce qu'il a dit dans la journée. Quand le ministre Jean-Noël Barrot a pris l'avion pour partir en France, quelque chose est sorti derrière. Qu'est-ce qui est sorti derrière? Un communiqué du gouvernement tchadien. Et voici le communiqué. République du Tchad, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, la coopération internationale, et, attendez, je prends mes lunettes, et des Tchadiens de l'étranger, cabinet du ministre, N'Djamena, 28 novembre 2024. Communiqué de presse. Malé. Hopalo. Écoutez ce que le communiqué a sorti après. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé, date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Voilà le communiqué. Donc, quand le ministre Jean-Noël Barrot est là, son collègue tchadien se contente de dire que le Tchad est désormais jaloux de sa souveraineté. Dès qu'il monte dans son avion pour partir, son collègue publie un communiqué officiel pour dire que l'accord de coopération et de défense avec le Tchad est rompu entre le Tchad et la France. La question que beaucoup de mes amis me posent ce soir, c'est pourquoi cette décision du Tchad, selon les éléments d'analyse que nous avons à notre disposition. Et il y a une deuxième question qui revient sur tous les réseaux sociaux. Faut-il croire en la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno quand on sait qu'il est issu de la cuisse du néocolonialisme français en tant qu'héritier du régime dictatorial de son propre père?
Voilà la deuxième question qui tourne sur tous les réseaux sociaux. Je vais affronter ces questions à partir de mes éléments d'analyse pour tenter d'éclairer la lanterne de mes contemporains. Commençons par la première question. Pourquoi le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, prend-il la décision de rompre l'accord de coopération militaire qui, renouvelé depuis les années 60, liait la République du Tchad à la République française? Ma réponse est claire, on ne va pas perdre du temps dessus. La réponse se trouve dans l'interview du président Idriss Déby Itno, le père, le maréchal, que vous avez entendu juste avant. Idriss Déby Itno a dit, avant de mourir, qu'il n'avait pas confiance au partenariat avec ses tuteurs français, parce que ceux-ci étaient tantôt avec lui, tantôt avec ses adversaires, mieux ses ennemis. Que les mêmes qui l'avaient imposé à la tête du Tchad veillaient à le fragiliser. Donc, Mahamat Idriss Déby avait compris que la politique française au Tchad consistait à maintenir au pouvoir en N'Djamena quelqu'un qui n'ait pas une capacité réelle de gouverner. Qu'il s'agissait de maintenir un pouvoir fragile au Tchad, de telle façon que le Tchad reste à la botte du néocolonialisme français. Mahamat Idriss Déby Itno, fils de son père Idriss Déby Itno, l'a compris. Et s'il dit qu'il met fin à l'accord de coopération et de défense, c'est parce qu'il considère précisément que la fragilité, que ce soit celle du régime de son père ou la fragilité de son propre régime, elle est liée à cette duplicité. Écrivez ça. La raison principale, c'est que Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas confiance en ses tuteurs. Tilana, ambassade, ça veut dire écrivez ça. C'est une crise de confiance entre l'élite qui dirige aujourd'hui le Tchad, à travers la personne du président Mahamat Idriss Déby Itno, et l'élite qui dirige aujourd'hui la France, à travers la personne du président Emmanuel Macron. Les raisons viennent de la méfiance née de cette duplicité qui avait déjà été dénoncée par l'ancien président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Les Africains n'aiment pas tous la vérité, mais c'est ça qui est la vérité. Ceux qui pensent que cette rupture est une feinte se trompent. Parce que cette rupture nous éclaire rétrospectivement sur le fait que le maréchal Idriss Déby Itno n'est pas forcément mort assassiné par des rebelles et des terroristes. Sa mort est en rapport avec sa liberté de ton dans les dernières années de son pouvoir. Ça aussi, écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Écrivez. Voilà pour la première question que vous vous posez. Mais certains font comme s'ils n'ont pas la réponse. Le père Idriss avait déjà répondu avant de mourir. Ou bien vous ne l'avez pas écouté. Mais comme vous ne l'avez peut-être pas écouté, attendez, on va donner la parole à M. Chassaigne, André. Lui, c'est un député qui est intervenu à l'Assemblée nationale française. André Chassaigne explique l'histoire de la déstabilisation de la République centrafricaine. Monsieur Chassaigne, est-ce que vous êtes là? Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé en République centrafricaine. Pour que nous sachions qui a déstabilisé la République centrafricaine pendant plusieurs décennies. Vous avez la parole, monsieur Chassaigne. Ce n'est pas de cet intérêt... Non. Vous commencez. Allez-y, parlez. Pour qu'on comprenne mieux le père Déby. Allez-y. C'est un député français, hein, c'est pas moi. André Chassaigne. Il parle en 2013 à l'Assemblée nationale. Allez-y, André. Monsieur le Président, ouais. Mes chers collègues, messieurs les ministres, c'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. Oui. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. C'est pas moi. Hein. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie
indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Ouais. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. Allez-y, monsieur le député. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. Ouais. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Ah, Tous monsieur les le 10 député. ans ou presque, Vraiment, il faut un parler. président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Ah bon? Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. Allez-y, monsieur La Chassaigne. France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, premières victimes des violences sanglantes qui déchirent ce pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré, face à la communauté française de Bangui le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bokassa Ier en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer son ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Dacko pour ensuite favoriser la dictature du général Kolimba. Il sera remplacé par le dictateur Ange-Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. En 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est de ce nord musulman qu'est venue en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka qui, le 24 mars dernier, porta au pouvoir Michel Djotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizé a vainement appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. C'est ainsi que l'actuel président centrafricain est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka qui sont devenus ses propres ennemis. Michel Djotodia qui en appelait à la France après avoir dissous la coalition rebelle de la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une nouvelle intervention dans l'ancienne colonie. L'ordre du jour réel... Merci, monsieur le député. Au moins, on sait qui a déstabilisé le Centrafrique depuis sa pseudo-indépendance. Là, vous parliez en 2013, n'est-ce pas? Voilà un autre exemple. Et on peut prendre l'histoire de Djibouti, l'histoire des Comores, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Cameroun, l'histoire du Gabon, hein? On peut prendre l'histoire du Sénégal, on peut prendre l'histoire du Togo, on peut prendre l'histoire du Bénin, et on retrouvera le même schéma, oui ou non? Faut-il prendre l'histoire de tous ces pays-là ce soir? Non. Donc la première raison est incontestable. La rupture de l'accord de coopération et de défense est une crise de confiance qui ne date même pas de l'actuel président tchadien, mais qui date même du régime précédent et même de plusieurs régimes avant. Quand on réécoute aujourd'hui rétrospectivement, même les conférences d'Hissène Habré, il parlait du même problème. Quand il fallait attaquer Kadhafi, il est armé par l'ancienne puissance coloniale. Mais en même temps, on arme
la rébellion contre Hissène Habré pour qu'Hissène Habré ne soit pas puissant. Anne Poiré a écrit un livre ici, intitulé « Mon pays vend des armes », dans lequel elle explique que il y avait des experts français pendant la guerre entre le Tchad et la Libye, à la fois du côté tchadien pour aider Hissène Habré à combattre Kadhafi et du côté libyen pour aider Kadhafi à combattre Hissène Habré. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux de la part d'une république de fomenter et d'attiser la guerre? Allez étudier l'histoire de la guerre du Biafra. Vous allez retrouver le même double jeu. On veut utiliser Ojukwu et la rébellion biafraise pour contrôler le pétrole du Nigeria. On provoque plus de 3 millions de morts, dont de nombreux enfants et des femmes. Et puis, quand on perd la guerre, on finit par organiser une réconciliation précaire. Voilà le Nigeria, l'état dans lequel il est aujourd'hui. On voit Tinubu claudiquant sur les pavés de l'Élysée. Mais il y a une deuxième raison. Je n'ai pas oublié la deuxième question qui est posée. On sait donc d'abord pourquoi l'accord est rompu. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce que cette rupture est crédible? Est-ce qu'on doit faire confiance à cette rupture? Surtout quand on a, par exemple, l'expérience de la rupture telle qu'elle a été faite en République centrafricaine. Avec M. Touadéra qui est de retour avec sa Sébile pour demander 10 millions d'euros d'aide financière à la France. La question est, le Tchad, en décidant de rompre la coopération militaire avec la France, est-ce que le Tchad est prêt à faire face à ses responsabilités en tant qu'État? Ou s'agit-il d'une feinte avant de signer un nouvel accord de coopération encore plus néocolonial que le précédent? Ma réponse est la suivante. Je ne crois pas que nous soyons dans le cas d'une feinte. Parce que pour le premier point, la partie tchadienne a été... la partie française a été surprise de la décision de la partie tchadienne. Tous les reportages diplomatiques qui nous sont parvenus indiquent que la décision tchadienne a non seulement surpris le ministre Barrot, qui était en visite au Tchad, mais elle a surpris toute l'officine de la diplomatie française. Ce n'était pas une décision qui était attendue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le président Idriss Déby Itno a connu ces derniers temps une expérience décisive que son père avait déjà connue. Quelle est cette expérience qui, sans doute, explique en partie la décision? Mais c'est la grande agression que l'armée tchadienne a subie dans la région du lac Tchad de la part de Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui, comme vous le savez, sont des organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient avec la complicité des services de renseignement occidentaux de l'OTAN. L'armée tchadienne a été violemment agressée. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Il est probable qu'en tant que militaire, le président Idriss Déby Itno Mahamat ait perdu des proches même dans les combats qui ont décimé une des unités essentielles de son armée dans la région du lac Tchad. Ce qui l'a obligé à déclencher et à diriger personnellement l'opération Haskanit pour essayer de retrouver et de punir ceux qui ont assassiné tant de ses camarades, tant de ses soldats, tant de ses troupes. Mais le général Idriss Déby Itno s'est retrouvé très seul pendant cette opération. Non seulement la soi-disant force multinationale mixte du lac Tchad ne s'est pas rassemblée autour de lui comme un seul homme pour traquer les criminels de Boko Haram qui ont assassiné les soldats tchadiens, mais alors qu'il attendait qu'à ce moment-là, le fameux grand allié historique, le tuteur, le parrain, la République du Tchad, à savoir donc le tuteur français, mette tous les moyens techniques, technologiques à la disposition de l'armée tchadienne pour des poursuites et des représailles efficaces. Le Tchad s'est retrouvé seul et orphelin face aux brigands surarmés de Boko Haram. Je vous fais l'hypothèse que Mahamat Idriss Déby Itno, général d'armée, homme de terrain, a compris qu'au minimum, ceux qui ont attaqué son armée ont bénéficié d'une complicité passive des forces de l'OTAN.
Je recommence. Et ça, c'est le deuxième facteur de la décision que vous avez là. Il a compris que pour que l'armée tchadienne soit décimée comme elle a été au lac Tchad, il a fallu au minimum, je dis bien au minimum, une complicité passive des forces armées occidentales qui sont bien représentées sur le sol tchadien, qui possèdent des satellites militaires, qui possèdent des drones de guerre, qui possèdent du renseignement militaire de qualité qui, elles, ne sont jamais attaquées. Vous avez remarqué qu'on tue les soldats tchadiens, mais on ne tue pas les soldats de l'OTAN, n'est-ce pas? Qui ose attaquer les soldats, eh bien, des armées de l'OTAN? Ils sont hyper armés. On attaque les soldats tchadiens parce qu'eux, ils sont dégarnis. Et quand Mahamat Idriss Déby Itno se tourne vers ses parrains pour leur demander une aide décisive afin de porter une estocade fatale à ceux qui ont assassiné ces hommes, il se retrouve seul. C'est dans ce grand moment de solitude qu'il a décidé de prendre une décision tout aussi grave. Et dans la presse en hexagone, ça a été appelé un coup de sang. Il a eu un coup de sang. Quand il a vu les corps de ces hommes tués, parmi lesquels probablement des soldats qui lui sont proches et qui lui sont chers, il s'est souvenu que toute sa vie, pendant 30 ans à la tête du Tchad, son père avait vécu la même chose. Et qu'ils avaient toujours cette expérience de se rendre compte que les armes qui tuent leurs soldats sont des armes qui sont armées par les mêmes armes avec lesquelles eux, ils combattent l'ennemi. C'est-à-dire que les puissances qui arment les rébellions au Tchad sont même celles qui arment le gouvernement. Selon ce que nous a dit le père Idriss Déby Itno. Les mêmes qui me critiquent sont les mêmes qui organisent des attaques contre moi. Ça, c'est la deuxième raison. La solitude du Tchad, après l'agression barbare que son armée a subie, ça a été un moment vraiment révolutionnaire, révoltant, choquant pour le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a dit, en fait, nous pouvons tous mourir comme mon père est mort. Ces puissances étrangères s'en foutent complètement. Leur objectif, c'est que le Tchad reste dans l'instabilité, peu importe celui qui est président du Tchad. Donc, en fait, nos vies ne valent rien dans leur plan. Elles peuvent être sacrifiées à tout moment, comme celle de mon père le fut. Voilà le raisonnement que je reconstitue et qui a traversé l'esprit du président tchadien. Mais il y a une troisième raison. Il y a une troisième raison. Écrivez ça. Tilana yomi. Tilana. Tilana yo. Sous le président Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad n'a pas été extrêmement coopératif avec toutes les initiatives de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel qui devaient être organisées à partir de son sol. À partir du sol tchadien, il était prévu de punir le Niger. Plusieurs projets d'attaque à partir des frontières est du Niger, c'est-à-dire à partir de bases arrières en territoire tchadien, avaient été élaborés. Ils ont échoué en raison de l'étroite collaboration des autorités de N'Djamena et de Niamey. Cela n'a pas été du goût de ceux qui auraient voulu que les tombeurs de Bazoum finissent en méchoui. Vous avez compris? Le président Mahamat Idriss Déby Itno a contracté par là une rancune de la part des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales qui auraient voulu que le Tchad servît de base arrière pour réasservir à zéro le Niger. Le fait d'avoir refusé cela lui a valu son inscription en liste rouge. Ça, c'est la troisième raison. Écrivez ça. Et lui-même au courant de ces raisons, c'est ce qui l'a amené à prendre la décision. Parce qu'il sait que dans ces conditions, Cabrimo n'a pas peur de couteau. Vous connaissez le proverbe ivoirien? Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est nyangami, c'est nyangami. Macabo mambel, les macabos sont cuits. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison à laquelle vous devez être, eh bien, extrêmement attentif. Il s'est rendu compte de l'efficacité de la lutte antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que cette alliance a été constituée, entre le Mali, le Burkina et le Niger, les coups que cette alliance porte aux terroristes sont plus efficaces que ceux de tous les pays de la CEDEAO et de tous les pays d'Afrique centrale. Mahamat Idriss Déby Itno est un officier. Il sait comparer l'efficacité des unités. Il sait comparer les résultats.
Il sait lire les cartes d'état-major. Il sait regarder la réalité géopolitique et géostratégique sous-régionale. Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? La seule alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui, c'est l'alliance des États du Sahel. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, au lieu d'aller avec des gens qui ne réussissent pas, n'est-il pas plus intéressant d'aller avec ceux qui réussissent? Sa décision sonne un rapprochement tactique, géostratégique avec l'Alliance des États du Sahel. Parce que les résultats de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste sont beaucoup plus probants que ceux de la CEDEAO ou ceux de la fameuse force mixte. Voilà la quatrième raison. Bon, il y a une cinquième raison. C'est ce qu'on appelle l'équation personnelle d'un homme d'État. Cette cinquième raison est liée à l'état de la situation politique au Tchad. La situation politique à l'intérieur du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas raté le fait qu'il a été en réalité mis en concurrence par ses tuteurs français et américains avec son ancien Premier ministre, Cheikh Masra. Mahamat Idriss Déby Itno l'a écrit dans son livre que j'ai ici. Il n'a pas aimé qu'on ait forcé sa main pour nommer comme Premier ministre pendant quelque temps celui que j'appelle depuis lors Cheikh Masra. Il sait qu'on joue Cheikh Masra contre lui, tout comme on le joue lui contre Cheikh Masra, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à la tête du Tchad un dirigeant solide. Il n'a pas aimé le fait d'être à un moment donné mis sur un balançoire avec Cheikh Masra. Il n'a pas aimé ça du tout. Et il a le sentiment que Masra lui a été mis sur le flanc, littéralement comme un poil à gratter, permettant aux puissances néocolonialistes et impérialistes de le perturber tout le temps. D'ailleurs, Masra n'a pas manqué de dire, quand la décision de rupture de l'accord de coopération a été annoncée, il n'a pas manqué de se moquer des autorités gouvernementales françaises en disant c'est bien fait pour vous. Vous avez choisi Mahamat Idriss Déby Itno au lieu de me choisir moi. Moi, j'aurais été plus souple envers vous. C'est bien fait pour vous. De toutes les façons, vous l'avez choisi maintenant, assumez. Oui, actuellement en N'Djamena, Masra est dans la rancœur, dans l'aigreur. Parce que le coup de génie et le coup de poker et le joker qu'a sorti le général Mahamat Idriss Déby Itno, il n'était prévu ni de la partie française, ni de Masra à succès. Selon la tradition, en tant que fils Déby, et puisqu'il sait que le pouvoir de son père n'a été possible que grâce à la France, on s'attendait à ce que celui-ci soit dans une allégeance aveugle, grossière, brute, naïve et épaisse, et bien aux intérêts français dans son pays. Personne en hexagone ne s'attendait, en dehors de ceux qui éventuellement ont le secret des dieux tchadiens, personne, même à l'intérieur du parti des transformateurs, ne s'attendait à ce que le président Mahamat Idriss Déby Itno dise à la France « Retirez votre armée, fermez vos bases, l'accord de coopération militaire, c'est terminé. » Il a surpris non seulement la France, son partenaire principal, mais il a également surpris l'opposition et surtout son ancien Premier ministre, le très aigri Masra, que nous avons appelé avec raison Monsieur Échec. Parce qu'actuellement, il est en train de faire des commentaires salaces, des commentaires amers contre la décision du président Idriss Déby Itno Mahamat. Mais en même temps, il ne peut pas s'opposer à cette décision parce que l'écrasante majorité des Tchadiens et l'écrasante majorité des Africains du monde entier demandent le retrait total des troupes françaises du sol africain, un retrait total et pacifique. Ça, c'est la volonté de l'écrasante majorité des peuples africains. Masra Échec sait qu'il n'a pas intérêt à s'opposer à ça. Donc, tout en raillant la partie française, qui a été surprise par son poulain, Mahamat Idriss Déby Itno, eh bien, Masra a mal au cœur. Parce que Mahamat lui a encore damé le pion. Pour punir la France de ne l'avoir pas imposée à la tête du Tchad, Masra était prêt à endosser les habits de l'anticolonialiste de circonstance qui va demander à la France, eh bien, de dégager ses troupes
du territoire tchadien. Pendant qu'il préparait une déclaration nette de cette nature, Mahamat Idriss Déby Itno a contrôlé le ballon, est entré dans la surface de réparation, a jonglé, il a levé ça et il a fait une reprise de volée. Bouah, dans les filets. Mais je voudrais quand même dire que parfois j'ai l'impression que le président Mahamat Idriss Déby Itno m'écoute. Parce que je lui ai dit qu'il est porteur d'un passif lourd et négatif. Parce que le pouvoir de son père était une dictature et lui-même a pris le pouvoir dans le sang des Tchadiens. Je lui ai dit plusieurs fois que la seule façon pour lui de racheter son âme, en même temps de sauver le peuple tchadien, c'était de libérer le Tchad de l'occupation néocolonialiste. Et il fallait que lui, le président général Mahamat Idriss Déby Itno, prenne son nom et colle son nom à la libération du sol tchadien, de l'occupation de la puissance anciennement coloniale. Rien que l'acte de prendre ton nom et de mettre ça dans la décision qui dit à l'ancienne puissance coloniale, s'il vous plaît, ne faites pas de problème, rentrez pacifiquement chez vous. Cela est déjà un pas décisif dans le cœur des Tchadiens et des Africains. C'est la vérité que je vous dis. Vous êtes mes témoins. Vous êtes maintenant sans doute plus de 50 000 personnes en direct de cette émission. Vous êtes sans doute plus de 40 000 déjà en direct sur TikTok. Vous êtes plus de 5 000 en direct sur Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes pratiquement 2 000 sur l'Université libre d'Afrique des libertés, YouTube. Et vous êtes bientôt 2 000 sur Facebook. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que la décision de demander le retrait pacifique de l'armée française est une décision qui est populaire dans le cœur des Tchadiens? Même ceux de l'opposition qui n'aiment pas le président Mahamat Idriss Déby Itno, dit Kaka. Même les opposants à Kaka sont assis en Djamena actuellement. Ils disent, il nous a eu des... Et j'ai lu les nombreux posts de mon jeune frère Echek Masra et je vois de l'aigreur. C'est-à-dire qu'il est jaloux de la bonne décision. Lui, il était Premier ministre et il n'a jamais fait une déclaration comme ça. Il était Premier ministre là, non? Pendant quelques mois, non? Il n'était pas Premier ministre. Quand il était Premier ministre, il aurait pu même organiser sa démission sur la base de cette affaire. Il aurait pu se lever, se tenir devant le président, dire, bon, monsieur le président, je suis votre Premier ministre, mais moi, je ne peux pas continuer à être Premier ministre du Tchad sans que nous demandions d'un commun accord le retrait pacifique des troupes françaises de notre sol. Masra a été Premier ministre là en Djamena. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a publié un communiqué pour demander ça? Est-ce qu'il a accepté de perdre son poste de Premier ministre pour demander la libération du sol tchadien par l'armée française? Zéro. C'est le fils d'Idriss Déby Itno. C'est le général Mahamat Idriss Déby Itno qui vient de gagner la palme d'or, le trophée d'or du courage politique au Tchad. Ça, c'est du courage politique. Ou bien c'est pas du courage politique. Même si tu n'aimes pas quelqu'un là, quand il fait quelque chose qui est bon, reconnais. J'ai souvent fait savoir à mes frères et sœurs du parti et de l'entourage, même du président Mahamat Idriss Déby Itno, que je suis fâché contre lui et son pouvoir. Parce qu'il a pris le pouvoir dans le sang et parce qu'il a pris la vie de mon frère bien-aimé, eh bien, le président du Parti Socialiste Sans Frontières, Yaya Dilo Djerou Béchi. Je pleure tous les jours de ma vie. Yaya Dilo Djerou Béchi. Jamais je ne cracherai sur la tombe de mon frère. Yaya Dilo Djerou Béchi. Et la première fois que je verrai, si cela arrive, le président Mahamat Idriss Déby Itno, je vais lui demander de tout faire pour que le pardon, la réconciliation, la repentance soient proclamées, que des prières de purification soient dites pour le sang de son propre frère, Yaya Dilo Djerou Béchi, qui a été versé sous son pouvoir. Mais, là, quand le président Mahamat Idriss Déby Itno demande à l'armée française de rentrer pacifiquement en France, il touche le cœur de toutes les Africaines et de tous les Africains éveillés de la terre. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois dire bravo. Écris ça sous la vidéo. Tu le critiques parce qu'il est dictateur. Tu le critiques parce qu'il a pris le pouvoir par coup d'État. Tu le critiques parce qu'il a hérité du système france-africain de son père. Tout ça est vrai. Mais tu ne peux pas le critiquer dès lors qu'il prend une décision en faveur du peuple tchadien. Ça s'appelle honnêteté politique. À Douala, nous disons ça.
On dit Muna Nyongo Abukite Owa Bambele Mokunda. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. C'est le conseil que je donne à mon jeune frère Masra Succès. Dit échec. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Muna Nyongo Abukite Owa Bambele Mokunda. Ce qu'il vient de faire, Mahamat Idriss Déby Itno, est un acte qui touche le cœur des ancêtres. Même les victimes du régime de Déby ne regrettent finalement pas d'être allés au bout de leur combat. Parce que même dans le cœur d'un Déby, la nécessité de libérer le Tchad de l'occupation militaire néocolonialiste a fait jour. Grâce soit rendue à Dieu le Tout-Puissant. Grâce soit rendue à nos ancêtres angélisés. Que les âmes des nombreux martyrs du peuple tchadien, de tous les bords politiques, tous les innocents qui ont perdu la vie au Tchad, à cause de la méchanceté organisée, à cause de la haine de l'Africain contre son propre frère, à cause de la soif inhumaine du pouvoir, que leurs âmes trouvent un apaisement, ne serait-ce que dans l'idée que le sol africain du Tchad va être libéré de l'occupation de l'ancienne et sempiternelle puissance coloniale. Donc, moi je pense qu'il faut prendre au sérieux la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno, parce que je connais la psychologie des néocolonialistes. Ils ne pardonnent aucun écart. Et parce que je sais que Mahamat Idriss Déby Itno, le président tchadien, connaît la psychologie de ses anciens maîtres. À partir du moment où tu remets en cause, même symboliquement, l'un des fondamentaux de leur domination, ils t'en veulent à mort. Confère Kadhafi. Ils te gardent une dent et ils guettent l'occasion de te régler ton compte. Ça, c'est leur manière inimitable de s'asseoir. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno le sait. Avec eux là, c'est un peu comme pour nos frères qui sont musulmans avec la viande de cochon braisée. La religion musulmane déconseille à ses pratiquants de manger cette viande. Tous les animaux qui n'ont pas le sabot fendu, eh bien, il est recommandé de ne pas manger leur viande, en islam comme dans le judaïsme. Mais c'est un proverbe connu chez nous en Afrique, que vraiment si la faim t'a attrapé et que tu n'as pas vraiment autre chose à manger, et que tu n'as pas pu manger, quand mes frères et sœurs musulmans décident que bon, vraiment, là, aujourd'hui, là seulement, le porc braisé, là, on va manger ça, il est recommandé de manger un gros morceau. Parce que si Dieu te punit pour ça, là, toi-même, tu sais pourquoi. Toi-même, tu sais que je ne devais pas faire ça, mais quand même, le porc au four, là, était bon. C'était très bon. Hein? Vous connaissez cette blague qui est répandue en Afrique. On dit, faut pas manger le cochon, hein, si tu es musulman, faut pas manger cochon braisé, tout ça là, faut pas manger. Hein. Mais voilà, ici, vraiment, c'est gâté que tu peux pas faire autrement. Il faut manger gros morceaux même. Comme ça, même toi, quand tu es assis après, tu dis, si Dieu me punit là, moi-même, je sais pourquoi, mais j'ai bien mangé. Vous comprenez? Je suis convaincu que le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est un tacticien et un stratège, sinon il n'aurait pas dribblé la classe politique tchadienne comme il dribble jusqu'ici. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a franchi la ligne rouge. Et il sait ce que ces gens-ci entendent par la ligne rouge. Quand tu as traversé la ligne rouge avec eux là, il ne faut jamais revenir. Parce que de toute façon, eux, ils ne t'attendent plus. Ils t'attendent au courbon. Avec une massue. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le mot pardon. Donc quand les gens sont là en train de dire, oh, Mahamat Idriss Déby Itno, il est en train de faire un micmac. Attendons, pour voir, il n'y a rien à voir. Ces gens ne tolèrent pas une critique, même artificielle. Moi qui ne suis pas militaire, moi qui n'ai jamais pris les armes dans ma vie, contre qui que ce soit, moi qui n'ai jamais utilisé la puissance du canon contre qui que ce soit sur la terre, regardez ce qui m'arrive. Simple écrivain, philosophe, analyste politique. Je n'utilise que la pensée, la parole, l'écrit, l'image. Vous voyez comment on me traite? Combien de fois quelqu'un qui est un militaire, chef suprême des armées tchadiennes, et qui demande à l'armée française de partir? Il dit,
montrez votre nuque. Undana membou ngon. Ambassade, ça dit montrez votre nuque. Undana membou ngon. Montrez votre nuque. Allez-y. Cela ne lui sera jamais pardonné. Et si vous, qui êtes proche du président Mahamat Idriss Déby Itno, vous écoutez cette conférence, dites-lui que son frère lui dit de noter que ce qu'il a fait hier là, cela ne lui sera jamais pardonné. Je dis bien jamais. Tant pis pour lui s'il pense qu'il peut faire ça et puis revenir faire ami-ami avec ceux à qui il a fait ça. Kadhafi a donné à Sarkozy minimum 50 millions de dollars. Kadhafi a donné à Sarkozy minimum 50 millions de dollars. Vous avez vu ce que Sarkozy lui a fait? Vous avez vu comment Kadhafi a fini? Sarkozy a fait bombarder la Libye pendant 6 mois. Et il a donné des ordres précis à l'armée française pour bombarder le cortège de Kadhafi et le livrer aux voyous d'Al-Qaïda et l'État islamique qui sont en réalité les mercenaires au service de l'OTAN. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'avez pas assisté à ça? Dites au président Mahamat Idriss Déby Itno de ne même pas rêver qu'il peut faire marche arrière. Le président Sankara disait, avec des décisions comme celles qu'il vient de prendre, il est comme un cycliste qui pédale sur un vélo. À gauche, il y a un trou, un abîme. À droite, il y a un trou. S'il arrête de pédaler, il tombe. Là, il est sur un vélo. À droite, il y a un fossé. À gauche, il y a un fossé. S'il arrête de pédaler, il tombe. Dites ça au président. Ceux-là, nous avons étudié leur psychologie, qui est habitée par l'angoisse existentielle et la cupidité terrestre. Ceux-là, surtout quand vous êtes un militaire et que vous leur avez fait ça comme ça, j'ai vu le communiqué qu'ils ont publié. Hein. Ils ont utilisé 2 mots. Ils prennent acte de la décision du Tchad. Prendre acte en diplomatie. C'est-à-dire, nous prenons note du défi qui nous a été lancé. Nous prenons, je dis, toute la presse ici dit que la décision tchadienne, c'est un camouflet, c'est une humiliation, c'est une surprise, c'est un coup de sang. Et je vous dis, toute la presse est alignée dans l'émotion. Senghor, je ne sais pas comment il a fait pour penser que l'émotion était nègre et la raison est hélène. L'émotion règne à Paris actuellement. Il y a un émoi absolu. Le cœur des gens bat. Ils sont devenus tous tachycardiques après la décision tchadienne. Allez lire les titres des journaux et des journaux les plus prisés de la place de Paris. Vous allez comprendre l'angoisse existentielle qui s'empare de ceux-là qui ont pris la mauvaise habitude de vivre aux dépens de l'Afrique sans être reconnaissants envers l'Afrique. Monsieur Chirac, vous êtes là? Ceux qui aujourd'hui tremblent à l'idée que le Tchad leur échappe, d'où vient la richesse avec laquelle ils vivent en France? Monsieur Chirac, venez s'il vous plaît. Dites-leur ça. D'où vient la richesse de ceux qui paniquent parce que le Tchad leur a dit « Retirez vos troupes ». Qu'est-ce qu'ils oublient? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Voilà, donc ceux qui nous prennent de haut, etc., nous savons que c'est grâce à l'Afrique qu'ils vivent. Et quand l'Afrique ferme les robinets, ils entrent en crise. Leur budget ne passe plus. Nous savons, on est assis ici, on sait ça. On sait que ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus les coudées franches dans les caisses de l'Afrique. Ils ne peuvent plus ramasser l'uranium africain à large brassée. Ils ne peuvent plus ramasser bientôt le pétrole, le gaz africain à volonté. Ils ne pourront plus ramasser le bois, piller le bois africain à volonté. Ils ne pourront plus déterminer bientôt le prix du café et du cacao africain alors qu'ils n'ont même pas un arbustier de café ou de cacao. Ces gens-là ne pourront plus bientôt. Leurs réserves d'or seront inférieures aux nôtres en Afrique.
Nous sommes le continent le plus rempli d'or. Nous aurons les plus grandes réserves d'or mondiales. Oui. Ils savent que le système Internet qui arrive en Afrique sera supérieur au leur. L'Afrique sera le continent qui possède le plus de satellites. On aura le réseau Internet le plus puissant. Ils le savent. Et donc, voilà la source de l'angoisse. Voilà pourquoi ils ne vont pas bien. Et il est important de dire au président, Mahamat Idriss Déby Itno, vous avez fait un pas là. Vous, quel que soit votre niveau d'information, vous ne pouvez pas mesurer l'importance de l'acte que vous avez posé. C'est plus tard que vous vous en rendrez compte. Moi-même qui suis en train de vous parler là, je m'adresse maintenant à pratiquement 60 000 personnes en direct. Je ne peux pas mesurer l'importance complète de l'enseignement citoyen que je dispense. Je ne peux pas le mesurer. C'est avec le temps et les conséquences des vérités partagées, de l'éveil produit. C'est là peut-être que je pourrais voir des choses, mais jamais je ne pourrais évaluer la portée entière de ma propre action. Jamais. Personne ne peut savoir ce qu'une belle œuvre qu'il fait va devenir. Maintenant, une dernière question sur la situation au Tchad. C'est qu'est-ce qui va se passer? Et écoutez-moi très bien. Je vais vous parler de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que toutes les rébellions néocoloniales vont être surarmées pour attaquer N'Djamena. Commencez par écrire ça. Je commence maintenant à vous dire ce qui va se passer. Et que personne ne fasse semblant d'être surpris. Toutes les rébellions aux ordres du néocolonialisme et de l'impérialisme vont être surarmées dans les heures et les jours qui viennent pour attaquer N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno doit s'attendre à être attaqué. S'il ne s'y attend pas, cela veut dire qu'en prenant cette décision, il s'est suicidé. Écrivez ça. Maintenant, il y a une deuxième chose que je vous dis. Qu'est-ce qui va se passer? Notez, deuxième événement. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est obligé d'engager des alliances avec le bloc anticolonialiste africain, avec le bloc panafricaniste africain et avec le bloc multipolaire mondial. Il ne faut pas qu'il écoute les menaces, les intimidations qui prouvent. Ah oui, d'accord, on est bien prêt à partir, mais on ne veut pas voir tel. Ce n'est pas leur affaire. Il y a des liens qui libèrent, il y a des liens qui aliènent. Les alliances anticolonialistes libèrent, les alliances anti-impérialistes libèrent, les alliances néocolonialistes, colonialistes et impérialistes aliènent. Que personne ne vous dise, oh, puisque vous voulez que nous on parte, on veut voir personne ici. Ce n'est pas chez vous. Personne ne doit décider à la place des Tchadiens de qui a le droit d'être aux côtés des Tchadiens. Écrivez ça. Tilana Yomi. Il y a un piège qu'on est en train de vous tendre. Oh, puisque vous demandez que nous partions. Bon, pourvu que personne d'autre ne vienne. D'abord, il faut leur dire, est-ce que c'est chez vous? Ambassade, on dit Mbaye Nan Iye. C'est chez vous? Je suis ici chez moi. J'invite quelqu'un. Il fait du désordre. Il mélange ma maison, il se met même à déchirer mes livres, que j'aime bien. Je lui dis, sors. C'est-à-dire, oh Newton, pique ton corps dehors. Je lui dis, sors. Et pendant qu'il sort, il dit, hey, moi qui sors là, je sors, hein, mais à condition que personne d'autre n'entre. J'ai dit, oh. J'ai dit de sortir de chez moi. Est-ce que je t'ai dit qu'en sortant de chez moi, tu sors avec le titre de propriété de ma maison? J'ai dit, sors. Quand tu sors, ça veut dire que je te dis que tu n'as rien à dire. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le général tacticien et stratège est obligé, dans la première phase de ce processus, de s'appuyer sur une alliance panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, et de s'appuyer sur le monde multipolaire. Il ne faut pas commettre l'erreur de Kadhafi. À la fin des années 60, début 70, Kadhafi chasse les bases militaires occidentales en Libye. Et il se met à construire une armée libyenne, mais il ne construit pas une alliance anti-impérialiste, une alliance anti-colonialiste, une alliance géopolitique et géostratégique avec les puissances du monde multipolaire, le monde non impérialiste et non colonialiste. Kadhafi commet cette erreur, c'est dans ces conditions qu'il est surpris par l'attaque sauvage de l'OTAN
en 2011, qui le dépèce, le décapite et le tue. Si Bachar el-Assad, à la tête de la Syrie, est encore au pouvoir, c'est parce qu'il n'a pas commis cette erreur. Il a noué à temps les alliances qui lui ont permis de résister à l'assaut des ennemis de sa nation. C'est vrai ou c'est faux? Si Assimi Goïta, général d'armée, président de la transition, chef de l'État du Mali, est encore aujourd'hui à la tête du Mali, c'est parce qu'il a noué à temps les alliances géostratégiques et géopolitiques qui libèrent aujourd'hui le Mali. Ainsi en est-il du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso et du président Abdourahmane Tiani à la tête du CNSP du Niger, chef de l'État. Ils ont assumé le fait de dire « Nous ne voulons pas d'alliances néocolonialistes et impérialistes, nous voulons des alliances anticolonialistes et anti-impérialistes. » Il ne faut pas commettre l'erreur de se surestimer. Car tout seul, on ne peut rien. Mais avec ceux qui regardent dans la même direction que nous, nous sommes plus forts. Écrivez ça. Donc, ce qui va arriver, c'est un rapprochement accéléré entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel et entre le Tchad et le bloc multipolaire, c'est-à-dire la Chine, l'Iran, la Russie et consorts. Tout ceci va être sanctionné par des guerres instrumentalisées aux frontières soudanaises, libyennes. Et même on tentera d'instrumentaliser une guerre à la frontière centrafricaine du Tchad. Sans oublier la zone du lac Tchad qui va être le lieu d'un réarmement de la bande de mercenaires otaniens appelée Boko Haram. Écrivez ça. Tilana Yomé. Et dites cela au président Mahamat Idriss Déby Itno. Ça, c'est le travail de la pensée. À Abidjan, on appelle ça voir dedans. On dit, il voit dedans. Je vois dedans. Pour mon peuple, je vois dedans. Voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, quatrième élément important, l'instrumentalisation de l'opposition civile contre le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno va être accélérée. Il va trouver un second souffle, mon frère Échec, mon jeune frère Échec. Vous allez le voir. Il va redevenir la coqueluche des médias. Médias américains, médias français, médias britanniques. Ils vont lui redonner la parole à un niveau pas possible. Même le président Mahamat Idriss Déby Itno sera dégoûté. Lui qui était le chouchou de France 24, RFI, il va voir. Ils vont beurrer Masra. Ils vont caresser Masra. Ils vont lui chanter une petite chanson que me chantait ma maman. Mon petit Masra, on sauvera ton échec. Ils sont dans son oreille actuellement, avec un petit coton comme ça, comme avec la petite fille baoulée qu'on envoie au marché. On est mati. Actuellement, là, ils sont dans l'oreille de Masra, avec une plume. Ils sont en train de caresser sa plume. Quand on le touche, comment on dit? Alors, Masra, finalement, on pense vraiment que c'est vous le véritable homme d'État. Hein? Vous auriez dû être l'homme d'État. Hein? Mais je vous avais dit que moi, Masra Succès, j'étais la seule garantie. Voilà comment vous êtes humiliés. Vous êtes maintenant des sans domicile fixe. Alors que si vous m'aviez fait confiance pour que je puisse diriger le Tchad en tant que leader serviteur, mais vous ne seriez pas humiliés aujourd'hui. Vous avez misé toutes vos billes dans la famille Déby. Et voici maintenant que vous vous retrouvez gros gens comme devant. Et pour ainsi dire, vous auriez dû me choisir. Masra, faut quitter dans sorcellerie, petit frère. Quitte dans ça. Il est question de libérer l'Afrique. Quitte dans ça. Là où on est là au Tchad, là maintenant, là. C'est comme ça qu'on va être au Cameroun bientôt. C'est comme ça qu'on va être chez Oligui Nguema bientôt. C'est comme ça partout. Toute l'Afrique est fatiguée de l'occupation militaire, des anciennes puissances esclavagistes, coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes. On ne veut plus voir un seul de leurs bérets sur le sol. Écrivez ça. Écrivez ça. Maintenant, on va passer à une cinquième observation. Quand j'ai écouté l'audition du très loquace
général Didier Castres, à la commission parlementaire de la défense ici à Paris, il avait proposé qu'une bonne partie des effectifs militaires de la France en Afrique soit reconvertis en effectifs privés, c'est-à-dire en mercenaires, et que le personnel soit recruté amplement parmi la population noire, de telle façon que la présence militaire française en Afrique devienne amplement invisible. C'est la proposition phare qui a été faite par le général Didier Castres lors de son audition, si je ne m'abuse, au mois de février 2024, devant la commission de défense en France. Les Africains doivent en tirer une conséquence, c'est que même quand les bases militaires françaises fermeraient, le nombre de compagnies de mercenaires français augmentera. Écrivez ça. Tilana Yomi. Et c'est ce plan qui a été exposé par le général Castres pour la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il fallait retirer la présence visible de l'armée française, mais qu'il fallait réinvestir à travers les compagnies de sécurité privées, c'est-à-dire les mercenaires, une présence plus grande, mais beaucoup plus discrète, plus invisible. Et par conséquent, contrôler le port, l'aéroport, la région de l'Omo Nord, contrôler toute la Côte d'Ivoire par une armée invisible. Voilà ce qu'a dit le général Didier Castres lors de cette audition à l'Assemblée nationale française. Vous vous en souvenez ou pas? Voilà pourquoi je vous demande de marquer cela. Le retrait officiel des bases militaires françaises en Afrique ne signifie pas le retrait de la présence militaire officieuse française en Afrique. Il y aura tout un autre combat d'intelligence à mener pour mettre fin à la présence de mercenaires au service des mêmes puissances. Bon, bien sûr, ils vous diront, mais en Afrique, il y a Wagner, la milice russe, et vous ne dites rien. Pourquoi vous dites quelque chose quand il y a des milices américaines ou françaises? Réponse, même une milice russe n'a jamais colonisé les Africains. Et il n'y a pas de colonisation russe en Afrique. Les Africains ne veulent pas d'armée de puissance coloniale sur leur sol, mais les Africains ne veulent même pas des compagnies de mercenaires des puissances coloniales sur leur sol. Écrivez ça. On ne veut même pas les deux. On ne veut pas. Les Africains ne veulent sur leur sol que les partenaires de la libération, les compagnons de la libération. Et ces compagnons, quand ils sont présents avec des armes sur le sol africain, sont présents à titre provisoire et doivent systématiquement, et ils le savent, se retirer quand les gouvernements souverains africains le désirent. Voilà la vérité. Vous avez compris? Voilà le sujet balayé d'une certaine façon. D'une certaine façon, si vous réécoutez cette conférence sur le premier point, la question tchadienne, vous comprendrez que nous avons tout balayé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, ce n'est pas moi qui vais lui parler de sa sécurité, il a intérêt à la renforcer. Ce n'est pas moi qui vais lui parler de ses ennemis, il les connaît. Il sait que ses ennemis vont être renforcés contre lui. Ça, il le sait. Ce n'est pas moi qui vais lui expliquer toutes les menaces qui pèsent aux frontières de son pays, il les connaît mieux que moi. Mais ceux qui sont déçus de lui vont aider ses ennemis. Iamewa, énorme longueur. Aux joueurs, par conséquent, il ne faut pas qu'il hésite à compter crânement sur les alliés anticolonialistes et anti-impérialistes. Et c'est ainsi qu'il continuera à améliorer l'aura de son nom. Et c'est comme cela que le président Mahamat Idriss Déby Itno peut laver l'honneur de sa famille, racheter le nom, entaché de sang de milliers de Tchadiens innocents de son père et lui-même son propre nom. Je n'ai jamais eu de cesse de lui dire, président, vous avez un travail de repentance, vous avez un travail de délivrance, vous avez un travail de reconnaissance, un travail d'humilité énorme à faire. Si Dieu vous accorde cette humilité, si Dieu vous accorde cette sagesse, vous aurez été utile au Tchad après lui avoir été nuisible, et les Tchadiens se souviendront davantage du bien que vous leur avez fait que du tort que vous avez commis contre eux. Et même les familles de ceux qui ont perdu la vie par votre faute seront en capacité, si vous acceptez de vous remettre en cause, de vous pardonner pour que vive le Tchad, pour que vive l'Afrique. Voilà le message. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification.
pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.